quelques semaines, le très médiatique Dr Jimmy Mohamed, chroniqueur à RTL, proposait un test à l'antenne pour mesurer l'ampleur de l'addiction au sucre. Le test est simple, il donne à ses collègues chroniqueurs un carré de chocolat noir 70% et les invite à observer leur propre réaction. Je vous ai donné un petit morceau de carré de chocolat noir. S'ils trouvent que le chocolat est trop amer, c'est qu'ils se sont accoutumés à manger des produits sucrés et qu'ils ne savent pas apprécier le chocolat en dessous d'une certaine teneur en sucre. Autrement dit, ils seraient donc addicts au sucre. Pas de chance. Sur le plateau, tout le monde est d'accord. Philippe, Anthony, très bon, chocolat noir. Alors, le chocolat noir est excellent. C'est normal, le test est un peu simpliste pour prouver l'addiction au sucre. Tout au plus, il prouve qu'à RTL, on aime bien le chocolat noir. On est unanime, le chocolat noir c'est bon. Mais ce genre de démonstration un peu bancale a le mérite de faire ce qu'on lui demande, conforter une idée qui a le vent en poupe, à savoir que le sucre est addictif et qu'il faudrait s'en sevrer. On sait depuis un moment que le sucre en excès peut provoquer différents problèmes de santé. Depuis quelques années, on croit avoir la raison pour laquelle on n'arrive pas pour autant à réduire notre consommation de sucre. Le sucre serait aussi addictif que certaines substances illicites. Face à ce constat, une seule solution, éliminer le sucre de nos assiettes. Le problème, c'est que le sucre se cache absolument partout, y compris là où on ne le soupçonne pas. Heureusement, beaucoup de scientifiques et de diététiciens sont prêts à nous donner des conseils. En tête de cortège, Jessie Inchauspé, alias Glucose Goddess, affiche sur les réseaux une vie équilibrée sans aucun pic de glucose. Pourtant, l'idée que le sucre est addictif est loin de faire l'unanimité dans le milieu scientifique. Elle vient d'une étude menée sur des rongeurs qu'on ne peut pour l'instant pas extrapoler aux êtres humains pour des raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pourquoi l'idée que le sucre est une substance addictive est si répandue si elle ne fait pas consensus? Comment expliquer que certaines personnes aient quand même le sentiment d'avoir une addiction au sucre? Ce qu'on sait, c'est que si on parle d'addiction, alors on parle d'une addiction comportementale et pas d'une addiction à une substance. Les régimes anti-pic de glucose aussi font débat. Jessie Inchauspé a dû essuyer quelques articles à charge dans les médias ces dernières années. Jugés sans intérêt pour certains, ils sont surtout critiqués par la communauté diabétique. Moi, diabétique de type 1, quand je vois des variations d'une personne non diabétique, ça me fait éclater de rire. Parce que je rêverais d'avoir des aussi petites oscillations parce que en fait c'est juste un pancréas fonctionnel qui fait son travail. Finalement, qu'est-ce qu'il se cache derrière notre peur du sucre et de son pouvoir addictif? Quels impacts les discours alarmistes autour du sucre ont-ils sur notre santé mentale? Et surtout, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier le partenaire de cette vidéo, Odoo. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Odoo, c'est le logiciel qui rassemble toutes les applications nécessaires pour bien gérer son entreprise au quotidien. Tous les services de votre entreprise peuvent être gérés via Odoo. La compta, les ventes, le e-commerce, la logistique, les ressources humaines et même le marketing. Odoo propose aussi différentes applications pour optimiser votre productivité et l'organisation au sein de votre entreprise. Au total, c'est plus de 45 applications disponibles que vous pouvez mettre en place dès maintenant et qui sont très faciles à utiliser. Odoo, c'est un logiciel qui va s'adapter à votre entreprise au fur et à mesure qu'elle se développe. Vous commencez avec l'application ou les applications de votre choix et en fonction de l'évolution de vos besoins, vous avez la possibilité de rajouter de nouvelles applications. Vous n'avez pas besoin de jongler entre différents logiciels. Toutes les applications Odoo communiquent entre elles de manière fluide. Imaginons que vous êtes à votre compte et que vous voulez que les gens puissent prendre rendez-vous avec vous sur votre site internet. Vous n'avez qu'à créer votre site internet avec Odoo en ajoutant l'application Rendez-vous. Ça se passe bien, vous embauchez quelqu'un pour vous aider. Pas de problème, en ajoutant les applications Planification ou Projet, vous pourrez facilement vous organiser en interne. Maintenant, ça marche tellement bien que vous avez besoin de recruter beaucoup plus de monde. Vous pouvez ajouter l'application Recrutement pour suivre vos candidats et candidates et plus tard, l'application Employé pour avoir une vision claire de votre équipe. Tout ce dont vous avez besoin est centralisé au même endroit sur Odoo et chaque application est pensée pour être facile à utiliser. Et le mieux dans tout ça, c'est le prix. Votre première application chez Odoo est gratuite à vie et ça inclut le support et l'hébergement en illimité. Si votre entreprise grandit et que vous avez besoin de plus d'applications, vous avez accès à toutes les applications Odoo à partir de 19,90 € par mois. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir comment vous pouvez gérer facilement votre entreprise avec Odoo. Merci encore à Odoo de sponsoriser cette vidéo.
L'inquiétude vis-à-vis du sucre vient d'un constat récent. Notre consommation de sucre dépasse largement les recommandations de l'OMS, qui fixe la limite à environ 50 grammes par jour. Problème, en France, un adulte sur 5 consommerait plus du double chaque jour. Cela s'explique notamment par les sucres ajoutés présents dans les produits industriels, puisque 80% des produits alimentaires industriels contiennent des sucres ajoutés. La youtubeuse Just Elena avait très bien illustré à quel point la consommation de sucre peut vite chiffrer dans une journée. Avec seulement un yaourt à la vanille et un frappuccino de chez Starbucks pour le petit déjeuner, ça s'additionne vite. Alors t'as pas mangé comme un ogre, hein? Le verre n'est même pas rempli. Déjà, t'auras très vite faim. Et alors en plus, il est 8h02 et t'es déjà à 34 grammes de sucre. T'as déjà bien dépassé le quota de l'OMS. On ne compte plus le nombre de documentaires catastrophistes sur le sujet. La plupart ont un ton culpabilisant sur les habitudes alimentaires des ménages. On va par exemple aller voir dans le placard d'une famille et pointer du doigt les aliments qui contiennent du sucre. This is your week's worth of sugar intake then. So this is equal to 245 teaspoons of sugar. On a ensuite souvent ce moment un peu paternaliste où on montre à ces personnes comment on est censé manger de façon équilibrée. Voire même, comme c'est le cas ici, on les pousse à se séparer des produits contenant des sucres ajoutés dans une séquence bien infantilisante. Having discovered just how much sugar is in their food, the Breeden family is on a purge. Okay, the Kraft Zesty Italian has the 1 gram of sugar in this one. They're still surprised at the kinds of products that contain sugar. Le traitement de la surconsommation de sucre dans les documentaires est très ambigu. On présente la surconsommation de sucre comme un problème de santé publique, voire de scandale agroalimentaire. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de faire la morale aux familles, comme s'il s'agissait d'un problème individuel. C'est aux consommateurs de choisir les bons produits, c'est aux familles d'apprendre à manger équilibré. Les documentaires n'hésitent d'ailleurs pas à comparer le sucre avec l'image qu'avait le tabac autrefois. Jugé inoffensif, les pouvoirs publics ont tardé à encadrer sa consommation jusqu'à ce qu'on prenne conscience de sa dangerosité et de sa puissance addictive. Et justement, et si le sucre était lui aussi une substance addictive ? C'est en tout cas une idée très ancrée dans les esprits. Elle vient d'une étude menée par un groupe de chercheurs français. On propose à l'animal un choix entre une dose intraveineuse de cocaïne très efficace d'un côté, ici à droite, et à gauche, on lui propose en fait un petit accès de quelques secondes en fait à une sensation sucrée sous la forme d'une boisson sucrée contenant du saccharose. Le résultat est sans appel, la quasi-totalité des rats choisiront la boisson sucrée plutôt que la substance illicite. On observerait même des symptômes de manque semblables à ceux dus aux substances addictives. Ce serait donc vrai, le sucre aurait un pouvoir addictif comparable à la drogue. Pour le docteur Serge Ahmed qui a dirigé l'étude, ça ne fait aucun doute. Il est temps que la littérature scientifique prenne au sérieux ce problème. Il estime qu'entre 5 à 10% de la population est potentiellement addict au sucre. Les témoignages allant dans ce sens se multiplient. Récemment, c'est ce que décrit Anna Roy dans son livre énorme sorti en début d'année. J'étais accro au sucre comme on peut l'être à l'alcool ou à l'héroïne. Dans ses interviews, elle explique que, suite à des drames personnels, elle développe ce qu'elle définit elle-même comme une dépendance au sucre. À 17h, alors pourquoi 17h, j'en sais rien, mais je me mets cette heure-là et je me dis à partir de ce moment-là, c'est le réconfort, c'est le doudou, c'est la pause dans la souffrance et je vais avoir droit à ça. Et donc effectivement, j'enchaîne les fondants au chocolat, les glaces, tous ces produits extrêmement sucrés, genre pas le pain au lait, pas le vrai sucre. Mais effectivement, je prévoyais mes doses à l'avance, quoi. Il y avait ce côté complètement fou de prévoir, c'est-à-dire je ne pouvais pas partir en week-end sans avoir mes doses de sucre. Elle a le sentiment que sa qualité de vie se dégrade et estime que les médecins qu'elle consulte ne mesurent pas l'ampleur de sa souffrance. Elle finit par éliminer totalement les produits sucrés de son alimentation. Et elle n'est pas la seule à passer le pas. Sur les réseaux, de plus en plus de personnes se mettent au défi de ne plus consommer de produits avec des sucres ajoutés. Plus de desserts, plus de sodas, plus de bonbons, et les effets sur le corps et l'esprit ont l'air d'être immédiats. Conclusion, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête, j'ai plus effringale, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, j'ai l'impression que je suis moins gonflée. Je sais pas quoi dire, mais c'est un petit peu miraculeux quand même. J'ai juste enlevé tous les sucres, à part les fruits, et j'ai l'impression que je suis une nouvelle personne.
Depuis quelques années, quand on parle d'alimentation sans sucre, un nom revient partout. Jessie Inchauspé. Vous êtes le phénomène Glucose Goddess. Votre compte Instagram est suivi par plus de 4 millions de personnes. Jessie Inchauspé a une présence quasi monopolistique sur le sujet. Elle rassemble des millions d'abonnés sur les réseaux, fait la couverture des magazines et écume les plateaux télé. Pour elle, le problème de notre rapport au sucre ne s'arrête pas à notre consommation de sucreries ou de plats industriels. C'est l'ensemble de notre alimentation qu'il faut revoir. C'est en tout cas la conclusion qu'elle tire de sa propre observation. Dans le cadre d'une étude, elle est amenée un peu par hasard à tester sur elle-même un capteur de glycémie semblable à ceux que portent les personnes diabétiques. Ce type de capteur permet de mesurer le taux de glucose dans le sang. Elle remarque alors un lien entre les pics de glucose que relève son capteur et sa santé. Elle met donc au point une méthode qu'elle détaille dans 2 livres vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Elle y donne tout un tas de conseils pour contrôler sa glycémie dans la journée. Prendre un petit déjeuner salé, manger les aliments dans un certain ordre. Oh my god, this is the worst way to start my meal. Ou faire de l'activité physique après un capteur de glycémie était déjà répandu dans certains milieux sportifs. Avec ce livre, n'importe quel adepte du bien-être est encouragé à se procurer le même dispositif et contrôler son alimentation. Parmi ces nouveaux partisans, on retrouve sans surprise tous les biohackers d'internet, notamment le millionnaire Brian Johnson dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur le cortisol. I wore this thing on my arm for 4 weeks and it's actually one of my favorite pieces of health optimizing tech. On est bien loin des alertes de l'OMS sur la surconsommation de sucre. Désormais, surveiller sa consommation de glucides, c'est avant tout une stratégie pour booster sa santé et ses performances. Mais l'engouement autour des capteurs de glycémie fait grincer des dents. Et les critiques viennent des premières concernées, les personnes diabétiques. Pour elles, porter un capteur de glycémie est indispensable à leur survie. Chez une personne diabétique, le corps a du mal à gérer les glucides parce que le pancréas ne produit plus d'insuline ou bien pas assez. Les capteurs de glucose permettent de connaître leur glycémie en continu pour adapter le taux d'insuline qu'elles doivent s'injecter via leur pompe à insuline. Pour Coralie Alabert, diagnostiquée à l'âge de 7 ans, le mésusage des capteurs de glycémie, c'est un effet de mode dû à la facilité apparente de leur utilisation. Et sans ça, avant, on se piquait au bout du doigt et c'était un équilibre du diabète complètement chaotique. C'est l'évolution en fait des traitements qui cause ces dérives, parce que je suis pas sûre que si on avait demandé aux gens il y a quelques années de se piquer le bout du doigt 15 fois par jour, pas sûr qu'ils l'auraient fait, tu vois. Aujourd'hui, on a une méthode marketing basée sur le glucose parce qu'on a des capteurs séduisants qui permettent de mesurer en continu le glucose. Mais demain, on aura un capteur qui permet de mesurer les acides gras, les graisses dans le sang, et on aura forcément des méthodes qui apparaîtront. Accessible sans ordonnance en pharmacie ou sur internet, la popularité des capteurs de glycémie auprès d'une population non diabétique a fini par avoir des conséquences. Et il y a un phénomène qui est important aussi qu'il faut mentionner, c'est qu'on a eu des pénuries en fait dans les pharmacies à un moment donné, il y a 3 ans. Et là, ça continue quand même. J'ai des messages sur les réseaux qui me disent aujourd'hui, j'ai dû faire 3-4 pharmacies parce que je trouve plus mon capteur. Sauf que nous, si on trouve pas de capteur, on doit retourner la piqûre au bout du doigt et l'équilibre du diabète, c'est flingué. Face aux critiques, Jessie Inchauspé elle-même a dû rétro-pédaler. Eux, ils ont commencé à vraiment me critiquer en disant « Comment peux-tu porter un capteur alors que t'es pas diabétique ? C'est dégueulasse, blablabla. » Donc du coup, j'ai arrêté de mettre beaucoup de photos avec mon capteur sur les réseaux parce que ça attirait pas les good vibes. Pourtant, sur les réseaux, Glucose Goddess continue de publier les observations qu'elle tire de son capteur. Et elle n'est d'ailleurs pas la seule à faire ce genre d'expérience. Aujourd'hui, on va tester, voir si la cuisson des pâtes a un impact sur la glycémie. Un article du journal L'Équipe titrait même en 2022 « Les capteurs de glycémie, nouveau joujou des sportifs ». Tu vois, dans l'appellation, on descend un dispositif médical vital pour les diabétiques au niveau de joujou, au niveau de gadget. Mon capteur, moi, c'est pas un jouet, c'est un truc dont j'ai vraiment besoin. Je rêve de ne pas porter de capteur. Je rêve que ce soit quelque chose de complètement normal, mais j'ai pas le choix. Je dois toujours compenser. Je dois toujours avoir un œil sur ma glycémie. Quand je vois des personnes qui portent des capteurs pour confort ou pour surveiller un paramètre qui se résout naturellement, c'est vrai que je comprends pas. Le diabète de type 1, en moyenne, il est diagnostiqué à l'âge de 5 ans. Et quand tu vois tous ces petits loups, ces petites louloutes qui doivent porter des capteurs et donc s'insérer une belle aiguille tous les 15 jours dans le bras,
bon, on s'en passerait bien, mais on n'a pas le choix. Malgré les critiques, les capteurs de glycémie continuent d'attirer de nouveaux adeptes. La promesse de voir en direct les effets de son alimentation sur le corps est trop belle. These glucose monitors are the first time you have a biosensor in your body in the history of humanity where you can get data on your body and your metabolic health in real time, always on. Pourtant, l'interprétation des données fournies par le capteur est loin d'être aussi facile qu'il n'y paraît. Parce que le taux de glucose dans le sang ne dépend pas seulement de l'alimentation. Le métabolisme de chacun, l'état émotionnel, l'activité physique sont tout autant de paramètres qui peuvent influencer les résultats qu'affiche le capteur. En fait, la glycémie, c'est une donnée qui fluctue énormément tout le long de la journée à cause d'une multiplicité de facteurs. Pour une personne diabétique, c'est essentiel d'avoir ce niveau d'information en continu parce que c'est ce qui permet d'adapter son taux d'insuline. Mais pour quelqu'un de non diabétique et qui n'a pas à gérer manuellement son insuline, ça n'a pas grand intérêt d'avoir autant de données. Parce que si on se pose un capteur et qu'on interprète mal les résultats, et ben en fait on se fait des nœuds au cerveau pour rien. Parce que le corps est, pour une personne qui n'a pas de pathologie chronique, est bien fait et il va résoudre seul ce pic-là. Moi, diabétique de type 1, quand je vois des variations d'une personne non diabétique, ça me fait éclater de rire. Parce que je rêverais d'avoir des aussi petites oscillations parce que en fait c'est juste un pancréas fonctionnel qui fait son travail. L'obsession récente sur la glycémie en dit long sur l'inquiétude grandissante qu'il y a à propos du sucre et plus généralement de la façon dont on s'alimente. Avoir peur des effets du sucre sur le corps, c'est une chose, mais pourquoi avoir peur des pics de glucose si on n'est pas diabétique? Est-ce que c'est si grave que ça d'avoir un coup de barre dans l'après-midi ou un peu faim à 16h parce qu'on a mangé des pâtes au déjeuner? De quoi est-ce qu'on a peur exactement? De manger trop de sucre sans s'en rendre compte? De perdre le contrôle? Peut-être. Et ce serait compréhensible vu à quel point le sucre nous est présenté comme addictif. Si le sucre a un pouvoir d'addiction aussi puissant que de la drogue dure, on comprend qu'on ait envie de prendre des mesures radicales. Mais justement, est-ce que c'est vraiment le cas? Revenons à notre étude sur les rats addicts à l'eau sucrée. Depuis les premières expériences, l'idée que le sucre est plus addictif que la cocaïne a bien tourné dans les médias. Et pour cause, elle vient donner une explication rationnelle à un ressenti que partagent beaucoup de personnes. Quand on mange un truc sucré, pas facile de s'arrêter. Pourtant, dès 2016, une contre-étude remet en cause les premières conclusions de cette expérience. Selon cette méta-étude, ce ne serait pas le sucre en lui-même qui provoquerait un comportement compulsif, mais plutôt les conditions de l'expérience. Dans l'expérience d'origine, on ne donne accès à l'eau sucrée que quelques heures par jour. Or, c'est cet accès discontinu au sucre qui est susceptible de provoquer un comportement compulsif chez les rongeurs. Le groupe de recherche rappelle aussi qu'on trouve les mêmes résultats quand on propose aux rats un édulcorant au lieu de l'eau sucrée. Alors, est-ce que c'est vraiment le sucre qui provoque le comportement compulsif ou simplement le goût sucré? Un autre élément remet en cause le caractère addictif du sucre sur les rats. Lorsque l'eau sucrée est associée à un choc électrique, les rats cessent de la consommer, contrairement à ce qu'on observe avec les autres substances. Quant aux symptômes de sevrage observés au cours de l'expérience, rien de concluant selon la contre-étude. Il peut tout aussi bien s'agir d'effets liés au jeûne et non pas à une consommation préalable de sucre. Finalement, est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions sur l'addiction au sucre chez les humains à partir d'études menées sur les rats? C'est toute la complexité de ce genre d'études. On en avait parlé dans la vidéo sur la dopamine. L'addiction, quelle qu'elle soit, c'est pas seulement une question de réaction chimique dans le corps. L'environnement social, économique, culturel et surtout l'histoire personnelle de chaque individu jouent un rôle capital dans le développement ou pas d'une addiction. C'est très difficile de reproduire tous ces facteurs dans une expérience menée en laboratoire, d'autant plus sur des rongeurs. Pour le moment, on ne peut pas extrapoler les résultats de ces études à ce qu'il se passe chez les humains. Au-delà de cette expérience menée sur les rats, les milieux scientifiques appellent à une grande prudence quant à la comparaison du sucre avec d'autres substances. Notamment parce que l'addiction à certaines drogues dures peut provoquer un comportement chez l'humain qui est incomparable avec la consommation de sucre. Les scientifiques rappellent aussi que le sevrage de drogues dures n'a rien à voir avec un sevrage de sucre. Déjà parce qu'on ne peut pas vraiment éliminer totalement un élément essentiel au bon fonctionnement du corps. Mais surtout parce que même si on peut ressentir de l'anxiété ou de la frustration en arrêtant les sucreries,
les effets physiques du sevrage de substances sont bien plus importants. Et pourtant, comment expliquer le comportement dont Anna Roy témoigne vis-à-vis du sucre? La perte de contrôle, les pensées obsessionnelles, l'isolement. Si l'addiction au sucre est incomparable avec celle aux drogues dures, est-ce qu'on peut quand même parler d'addiction? Rien que si on prend le tabac par exemple. A priori, personne n'est prêt à commettre un meurtre pour pouvoir fumer une clope. Et pourtant, l'addiction à la nicotine est bien reconnue par les institutions médicales. On peut être accro à une substance sans pour autant être prêt à tout pour y accéder. C'est tout l'intérêt de la classification des addictions. Alors, est-ce qu'on peut quand même être addict au sucre, même si c'est pas autant addictif que d'autres substances? Est-ce que, plus généralement, l'addiction à l'alimentation existe? C'est une question à laquelle il n'y a pour le moment pas de réponse définie. Ce qu'on sait, c'est que si on parle d'addiction, alors on parle d'une addiction comportementale et pas d'une addiction à une substance. Pour Flavie Milsono, thérapeute et animatrice du podcast TCA, etc., parler d'addiction au sucre, c'est passer à côté du véritable problème. Pour elle, ce que les gens ressentent comme une addiction au sucre se rapproche plus d'une forme de compulsion alimentaire. Une compulsion alimentaire, c'est le fait d'ingérer une grande quantité de nourriture dans un temps relativement restreint et surtout, ça c'est très important, avec la sensation de perdre le contrôle. On n'est plus maître à bord en fait, on se jette sur la nourriture. Au même titre qu'une autre addiction, le fait de pouvoir consommer ou non le produit va prendre toute la place, il va y avoir les cravings, il va y avoir plein de choses qui sont similaires, mais il y a aussi des choses qui sont différentes en fait, et qui nous permettent pas de pouvoir classifier ça dans l'addiction. De la même manière que les autres troubles alimentaires, les mécanismes qui poussent quelqu'un vers la compulsion sont complexes et surtout très personnels. Le fait que le sucre soit agréable à manger est loin d'expliquer à lui seul pourquoi il peut faire l'objet de compulsions alimentaires. Quand on fait une compulsion, il n'y a pas de plaisir. Il y a du plaisir à la première bouchée, c'est tout. Après, c'est non. C'est pas ça qui se joue, il y a une forme de déconnexion. Pour Flavie, une explication tient peut-être dans l'image qu'a le sucre dans la société. Il est à la fois présenté comme un aliment extrêmement désirable, tout en étant perçu comme une drogue, un poison qu'il faudrait éliminer de notre alimentation. On en vient, moi je vois les personnes autour de moi, même pas nécessairement les personnes que j'accompagne, les personnes lambda que j'écoute autour de moi, se méfient du plaisir alimentaire. Si c'est plaisant, c'est louche en fait, tu vois. Si c'est plaisant, alors ok, mais que de temps en temps, et il faut que je fasse gaffe, il faut que je maîtrise, il faut que je me contrôle en fait. Soit je contrôle, soit je suis dans la perte de contrôle. Mais ce qui crée la perte de contrôle, c'est le contrôle. Faut retenir que dans l'alimentation, c'est plutôt l'éviction qui crée l'addiction. Ce qui est sûr, c'est que ce type de trouble alimentaire nécessite un accompagnement spécifique. Le fait qu'aucun spécialiste du trouble du comportement alimentaire ne soit invité sur les plateaux quand on parle d'addiction au sucre pose question. De façon générale, quand on parle d'alimentation dans les médias, c'est uniquement d'un point de vue médical ou scientifique. Comme si manger, c'était qu'une question nutritionnelle. Pourtant, manger, c'est pas seulement répondre à nos besoins physiologiques. C'est aussi un acte culturel, social. Ça va dépendre de nos revenus, de notre disponibilité. Et évidemment, notre alimentation est aussi liée à notre santé mentale. Et justement, si on prend un peu de recul sur les régimes anti-pic de glucose, ils sont présentés partout comme une alimentation saine, équilibrée et optimisée. Et pourtant, est-ce qu'ils n'encouragent pas aussi une hypervigilance alimentaire qui peut être délétère pour la santé mentale ? Est-ce qu'il faut vraiment s'imposer de manger son riz blanc tout seul à la fin du repas pour être sûr de ne pas avoir un pic de glucose ? Est-ce que c'est vraiment si grave si on préfère manger son avoine en porridge alors que ça fait monter la glycémie ? Constantly being able to see what's going on with your blood sugar is such a slippery slope to becoming obsessed, unlocking a new form of disordered behavior. You go out to ice cream with your family and then check your CGM and get overly scared, then what? Le fait de suivre ma glycémie m'a créé des blocages. Il y a certains aliments que je n'osais pas manger parce que ça allait faire trop varier ma glycémie. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux médecins. Si vous voyez une courbe droite, inquiétez-vous, parce que ça veut peut-être dire que la personne a digéré tous les glucides de son alimentation, qu'elle ne fait plus rien, elle a plus de vie sociale, elle a peur de faire osciller sa courbe. Et alors ça, c'est le pire.
La recherche d'une alimentation parfaitement équilibrée peut vite tourner à l'obsession. Et en même temps, comment ne pas tomber dans cette obsession? Tous les contenus food, fitness ou bien-être renforcent cette injonction à l'alimentation parfaite. Chaque dessert a son alternative sans sucre ajouté. Chaque recette a sa version protéinée et healthy. Chaque what I eat in a day est maîtrisé pour remplir parfaitement les besoins quotidiens sans que rien ne soit laissé au hasard de la gourmandise. Comment manger un dessert le cœur léger quand on est convaincu que notre alimentation peut soit être un poison, soit être la clé pour une santé parfaite? On est dans une société santéiste dans laquelle on estime que être en bonne santé, c'est de la responsabilité de chaque individu. On juge très sévèrement les personnes qui ne font pas ce qu'on estime être les bons choix pour leur santé. Dans ce contexte-là, choisir de manger du sucre, c'est presque une faute morale. Qu'on s'entende, évidemment que l'alimentation joue un rôle essentiel dans notre santé globale. Notre santé individuelle est influencée par un ensemble de facteurs. Et dans ces déterminants de santé, il y a effectivement nos comportements individuels comme l'alimentation, l'activité physique, etc. Mais il y a aussi des déterminants qui sont indépendants de notre volonté et qui sont dus à notre génétique, notre situation socio-économique ou notre environnement physique. Contrôler constamment son alimentation ne va malheureusement pas nous assurer à tous les coups une bonne santé. Le problème, c'est surtout qu'avoir une vision binaire de l'alimentation n'aide pas à établir un rapport apaisé avec ce qu'on mange. Or, c'est essentiel pour avoir une alimentation régulée. En fait, manger n'est plus un acte de plaisir, n'est plus un acte social, n'est plus un acte de partage, n'est plus un acte culturel, n'est plus un acte pour prendre soin de soi vraiment au global. Non! Manger, ça devient tout un truc hyper réfléchi avec les bons, les mauvais aliments, une torture psychologique. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de ne percevoir l'alimentation que d'un point de vue scientifique quand on sait à quel point les troubles du comportement alimentaire font des dégâts sur la santé mentale et physique? On met en danger sa santé avec un trouble alimentaire, sa santé globale, sa santé mentale bien sûr, qui est ultra impactée, la santé sociale. Et puis la santé physique est ultra mise en danger aussi par les comportements alimentaires qui découlent d'un trouble alimentaire. On peut parler de santé physique, de métabolisme et de sucre, et en même temps de faire de la prévention sur les troubles alimentaires et la santé mentale. C'est deux discussions qui peuvent coexister. Peut-être tout simplement que les biochimistes, les diététiciens et les scientifiques de façon générale ne sont pas les seuls spécialistes qu'on devrait écouter quand on parle d'alimentation. Les adeptes de l'alimentation sans sucre font tout pour se défaire de cette image d'une alimentation hyper contrôlée. Ici, on ne se prive de rien. Enfin, tant qu'on mange les choses dans le bon ordre et qu'on prend un peu de vinaigre avant. C'est clair que la restriction alimentaire et les méthodes miracles, ça rappelle un peu trop l'univers du régime et de la perte de poids. Or, autant c'est cool de prôner une alimentation pour sa santé, autant promouvoir des méthodes de régime, ça passe plus très bien auprès du public. D'ailleurs, Jessine Chospé avait dû rectifier le tir lors de la parution de son premier livre. À la première impression, on pouvait lire sur la couverture « Glucose Révolution, la méthode fantastique et scientifique pour perdre du poids et retrouver votre énergie ». Probablement que c'était pas très vendeur, puisqu'à la deuxième impression, la formulation avait un peu changé. « Glucose Révolution, la formule scientifique efficace pour réduire vos fringales et retrouver votre énergie ». Ça sonne tout de suite mieux. Quand on se met à regarder du contenu sur l'alimentation sans sucre, la glycémie, etc., on tombe assez vite sur des contenus perte de poids. Souvent, les deux se mélangent. Faut dire que pas mal de gens ont moins de remords à présenter le régime sans sucre avant tout comme une méthode pour perdre du poids. The secret to looking amazing is cutting out sugar. If you want a slimmer waist, cut out sugar. If you want a thin face, cut out sugar. If you want to get rid of your double chin and have a super defined jawline, cut out sugar. Je trouve que ça rend le message autour du sucre assez confusant. Est-ce qu'il ne faut pas manger du sucre parce que c'est mauvais pour la santé ou parce qu'on risque de grossir? C'est quand même pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on continuerait à s'imposer une alimentation sans sucre si elle n'avait aucun impact sur notre apparence physique? Comme l'ont déjà montré d'autres collègues sur les réseaux, c'est bien ça le propre de la diet culture. Les termes et les formulations changent avec le temps, mais l'objectif reste le même, contrôler son poids.
On est dans un discours très binaire en fait aujourd'hui sur l'alimentation qui nous dirait qu'il y a une bonne manière de manger, une mauvaise manière de manger, qu'on est complètement obsédé par le corps, par le poids, qu'on est dans une société hautement grossophobe et qu'on a décidé qu'il y avait des aliments qui étaient grossissants et d'autres non. En tout cas, c'est sûr qu'optimiser sa santé donne beaucoup plus envie qu'une simple méthode de régime. Qui n'a pas envie d'aller mieux? Difficile de formuler des critiques tant la promesse parle à tout le monde et semble ne faire de mal à personne. D'ailleurs, sous la vidéo France Info qui débunkait la légitimité scientifique de Jessie Inchospé, les commentaires n'ont pas l'air d'être prêts à les entendre, ces critiques. Le sucre fait peur et on regarde d'un mauvais œil les personnes qui veulent apporter de la nuance. En même temps, ça peut se comprendre. Les lobbies du sucre ont longtemps minimisé les dangers du sucre et ont orienté le débat public sur la question. Pour beaucoup de personnes, c'est suspect de vouloir remettre en cause le zéro sucre. Pourtant, la mode du zéro sucre, elle non plus n'est pas préservée des logiques lucratives. Ça rapporte de capitaliser sur des méthodes de régime, sur la peur des gens de ne pas être en bonne santé. Les fournisseurs de capteurs de glycémie pourraient sûrement en témoigner. Bref, parler du sucre, c'est un véritable numéro d'équilibriste. C'est difficile d'alerter sur les dangers du sucre sans participer à une diabolisation du sucre et relancer la diet culture. C'est encore plus difficile de nuancer les discours dominants sur le sucre sans être accusé d'être complice des lobbies. Peut-être que le problème, c'est que dans les deux cas, on estime que la surconsommation de sucre, c'est un problème qui doit se gérer individuellement. Mais est-ce qu'on est vraiment sur un problème d'habitude alimentaire ou de gourmandise? J'ai quand même l'impression que culpabiliser les gens de manger du sucre, c'est non seulement une pente glissante vers les TCA, mais surtout ça a pas l'air d'être très efficace. Est-ce que diaboliser le sucre encourage vraiment les gens à diminuer leur consommation? Est-ce que dire partout que le sucre est addictif alors que c'est une thèse controversée, ça aide vraiment les gens à avoir une alimentation régulée? J'ai conscience que la question est très complexe et c'est difficile de trouver une solution idéale pour respecter les recommandations de l'OMS. Plusieurs autres solutions ont été étudiées. La taxe sur le sucre, la limitation du dosage du sucre par les industriels, les Nutri-Score, etc. Pour l'instant, aucune de ces options ne parvient à être à la fois juste, inclusive ou vraiment efficace. En tout cas, même si l'addiction au sucre en tant que substance est encore débattue, les compulsions alimentaires, elles existent et elles peuvent générer une souffrance bien réelle. Dans un premier temps, si on est en souffrance avec son comportement alimentaire, je pense qu'il faut fuir tous les contenus sur Insta, sur l'alimentation, sur les fitness girls, les machins, les coachs en alimentation. Si c'est des personnes qui sont vraiment dans des compulsions, dans ce truc-là, qui se sentent vraiment addicts, j'ai envie de leur dire... il faut aller chercher de l'aide, mais aller chercher de l'aide auprès de personnes qui sont vraiment formées autour de cette question du comportement alimentaire, j'insiste. On parle de diététique comportementale. Et je pense que la réponse, on n'aime pas cette réponse, mais un équilibre alimentaire, ça se construit, ça prend du temps, et surtout c'est personnalisé. Et c'est pas avec des conseils généraux sur les réseaux sociaux que ça fonctionne. Si vous voulez creuser la question de l'alimentation et des compulsions alimentaires, je vous encourage vivement à aller écouter le podcast de Flavie, TCA, etc. Elle y partage des vécus et donne des conseils bienveillants sur comment avoir une alimentation régulée. Je tiens aussi à remercier Corcool pour ses retours sur cette vidéo. Allez suivre son compte, c'est vraiment une mine d'or pour approfondir la question de la grossophobie et pour comprendre la façon dont notre société pathologise les corps gros. Je vous encourage enfin à suivre Coralie Coco & Poddy sur les réseaux et notamment d'aller écouter son podcast Talkie Poddy. Elle discute de diabète avec des personnes de tout horizon et c'est passionnant. Et je finis sur un message de prévention. Si vous avez le moindre doute sur la possibilité d'un diabète, allez consulter un médecin. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter et même vous abonner. D'ici là, on se donne des nouvelles sur Insta. Ciao ciao!